Bonjour, merci pour votre invitation et puis merci aussi de faire ma présentation dans des conditions de relaxation de ce type. En 40 ans de carrière de chercheur, je n'ai pas été éduqué du tout dans ces conditions avant une présentation, donc c'est une expérience. Alors, okay. C'est là. Pourquoi ça n'avance pas? C'est là. Okay. Si t'appuies là, c'est ça. Okay. Alors donc, l'épigénétique est une nouvelle discipline relativement récente, même si le pressentiment qu'il n'y a pas que la génétique et qu'il y avait quelque chose d'autre existe depuis très longtemps. La nouveauté est que, pour la première fois, l'épigénétique est apparue maintenant comme une discipline qui va générer d'innombrables outils pour mesurer les différents états de la santé, que ce soit de la bonne santé ou la maladie. Et la grande nouveauté surtout avec l'épigénétique est que pour la première fois, on a changé pratiquement de paradigme. Jusqu'à maintenant, que ce soit notre bonne santé ou nos maladies, tout cela était inscrit, comme on disait, dans notre ADN. Donc tout se passait de l'intérieur et ensuite vous pouvez vivre comme vous voulez, mais si un cancer est programmé, ben, il se fera. Que vous mangiez bien, que vous fassiez du sport ou autre, ce cancer doit se faire à un moment donné. Or, ce paradigme a changé, tout n'est pas programmé de l'intérieur et que maintenant, beaucoup de choses, en tout cas, que ce soit en termes de bonne santé ou de maladie, l'extérieur a son mot à dire. Et donc, vous imaginez de là toute la problématique, y compris philosophique, qu'il y a derrière ça. Vous pensez bien que la théorie de Darwin, c'était qu'il y avait une modification à l'intérieur de vivant et que la meilleure forme que ce vivant offrait à l'environnement était sélectionnée. Donc, tout se passait d'abord à l'intérieur et puis il y avait une proposition pour l'environnement. À l'époque, Lamarck disait tout à fait le contraire. Il disait au contraire, c'était l'extérieur qui sélectionnait la forme de vie. Donc, visiblement, on va maintenant vers un compromis. Alors, l'importance dans le domaine de la santé, puisque je fais le focus sur le domaine de la santé, la grande nouveauté, c'est que l'épigénétique est devenue effectivement un outil énorme maintenant dans le diagnostic et dans même la prise en charge thérapeutique des maladies chroniques. Quand je dis maladies chroniques, à la différence de l'infectieux, bien sûr. Dans ma deuxième partie de ma présentation, je parlerai de l'aspect psychologique et du psychostress. Alors, l'épigénétique est née vraiment en tant qu'outil après le séquençage du génome dans les années 2000. Vous savez qu'entre 2000 et 2003, on a séquencé tout le génome avec l'arrière-pensée qu'une fois qu'on a ouvert ce grand livre, cet alphabet du génome, on allait trouver là-dedans toute l'origine de nos maladies. Bien sûr, on est allé chercher le gène du cancer, le gène de l'Alzheimer. Il n'y avait rien de tout cela. Le séquençage du génome était resté muet. Tout n'était pas inscrit dans notre ADN. Donc l'idée, c'était que les maladies prenaient leur origine plutôt dans l'environnement, donc à l'extérieur, et venaient pianoter sur ce logiciel de base qui était notre génome pour le modifier en termes d'expression de gènes, bon ou mauvais pour notre santé, et ce qui était à l'origine de ces pathologies et de nos maladies. En termes très concrets, qu'est-ce que c'est que l'épigénétique ? Je crois qu'il faut très rapidement démystifier la notion d'épigénétique. Ce n'est que de la chimie et de l'enzymologie. Pour la première fois donc, c'est une mécanique chimique qui va être pilotée par l'extérieur, par notre monde extérieur, notre façon de vivre, ce que nous ressentons, ce que nous buvons, ce que nous mangeons, va activer toute une mécanique enzymologique et qui va aller modifier l'habillage de notre génome. Et c'est la modification de l'habillage de ce génome, encore une fois, qui va faire que vous allez rester dans un état de bonne santé et que vous allez mettre en place une maladie. Alors, cette mécanique chimique est très simple et elle a lieu à deux niveaux. Elle a lieu au niveau
de l'ADN et au niveau des ARN. Peut-être avant d'aller plus loin, je veux simplement dire que le dogme jusqu'à maintenant en biologie, c'est que tout est dans notre ADN, à l'intérieur du noyau, et que tout est programmé à partir de l'ADN. Cet ADN va être transcrit pour une très petite part, de l'ordre de 3%, en ce qu'on appelle des ARN messagers qui vont sortir du noyau, et ces ARN messagers vont à leur tour être traduits en protéines, et c'est la protéine qui porte la fonction au niveau de la cellule. Et que donc on était parti de là, puisque toute la pièce centrale, le début de l'histoire était dans l'ADN. Pendant pratiquement un siècle, on était parti de l'idée que c'était très probablement la modification de la structure de cet ADN qui allait se répercuter sur les ARN et qui du coup allait se répercuter sur la protéine qui porte la fonction. Et si la fonction ne s'effectue pas correctement, on passe de la bonne santé à la maladie. En fait, l'épigénétique est arrivée et montre qu'on peut avoir cette détérioration de la santé sans toucher à la structure de notre ADN. Donc tout se passe autour de cet ADN. Alors tout d'abord, comment on peut modifier l'expression de notre génome sans toucher à sa structure? De deux façons en ce qui concerne l'étape ADN à l'intérieur du noyau. La première mécanique, je ne sais pas si je peux... Ouais. Pas de... Non, ça fait rien, c'est bon, c'est bon. Le premier mécanisme au niveau de notre ADN consiste à apposer des radicaux méthyl, des CH3 sur des cytosines. Et le fait de mettre des méthyls sur nos cytosines au niveau de l'ADN fait que la machinerie qui déclenche l'expression d'un gène, ce qu'on appelle les facteurs de transcription, ne peut pas agir. Et donc, quand vous méthylez un gène, à ce moment-là, vous l'empêchez de s'exprimer. Alors, si vous imaginez que ce gène, par exemple, est un gène suppresseur de tumeur, donc vous imaginez que quand vous allez le faire parce que vous hyperméthylez, à ce moment-là, vous pouvez développer une tumeur. Et voilà donc de façon très concrète comment l'extérieur, notre environnement, ce que nous mangeons, ce que nous respirons, peut modifier cette mécanique de méthylation de notre gène, et en la modifiant de cette façon-là, vous allez faire taire un gène capital qui vous défend contre les cancers. Ça, c'est la première partie. Toujours au niveau de notre ADN. Vous savez que l'ADN, c'est un ruban dans chaque cellule. Ce ruban, quand vous le déroulez, il fait à peu près 2 mètres. Vous imaginez ça? Et ce ruban est enroulé autour de protéines qu'on appelle des histones. Et donc, ces histones-là, qui vont avoir l'ADN enroulé, ce sont des corps de protéines, soit compactés entre elles, soit elles peuvent être éloignées les unes des autres. Et pourquoi elles peuvent être compactées ou éloignées? Tout simplement parce que ces corps protéiques à l'extrémité portent des charges. Et ces charges-là, lorsqu'elles sont les mêmes, elles vont se repousser, ce qui fait que vous allez étirer votre ADN grâce à ce corps de protéines. Et en étirant votre ADN, vous allez laisser l'expression de gènes se faire. Donc là aussi, si c'est de bons gènes, ils vont s'exprimer. Si c'est de mauvais gènes, ils vont s'exprimer. À l'inverse, lorsque ces charges s'opposent, sont différentes, vous allez avoir ces corps protéiques qui vont se compacter entre elles. Et en se compactant entre elles, vous allez là aussi une autre façon d'empêcher l'expression de gènes très importants. Donc j'essaie de vous montrer simplement que c'est de la chimie, c'est de l'enzymologie qui va travailler au niveau de notre génome pour faire que vous exprimez un gène important ou pas. Et encore une fois, je vous rappelle que cette mécanique-là est sous le contrôle de ce que nous mangeons, des toxiques que nous avons dans notre alimentation et de notre stress. Ça, c'est une grande rupture, effectivement, dans le concept de la bonne santé ou de la maladie. Troisième mécanique importante dans l'épigénétique, puisque je fais le tour, je vous avais dit tout à l'heure que l'ADN se transformait en ARN messager et que cet ARN messager donnait la protéine. Cet ARN messager représente à peu près 3% de notre ADN. Mais
Donc il reste toute une partie dans notre ADN, les 97% de notre ADN qu'on appelle l'ADN silencieux. Certains même l'ont appelé dans le temps l'ADN poubelle. On se disait qu'il ne servait à rien. En réalité, cet ADN silencieux produit d'autres ARN qu'on appelle des ARN non codants. Pourquoi non codants? Parce qu'ils ne se traduiront pas en protéines, à l'inverse des ARN messagers qui, eux, donneront des protéines. Et ces ARN non codants n'ont qu'un rôle, c'est que c'est des empêcheurs de tourner en rond. Ils vont simplement aller s'hybrider avec nos ARN messagers qui, eux, sont censés donner des protéines. Et en s'hybridant avec ces ARN messagers, ils vont tout simplement les empêcher d'être traduits en protéines. Et donc, vous voyez, dans ces trois cas-là, vous n'avez absolument pas touché à la structure de l'ADN, mais par cette mécanique-là, vous pouvez, in fine, ne pas avoir la protéine clé dans votre cellule et donc avoir la maladie. Alors, au niveau des outils qui ont été développés autour de là, on a développé des outils autour de la mesure de la méthylation de l'ADN. Vous verrez que tout ce que je vous racontais sur le stress post-traumatique a été concentré uniquement sur la méthylation de certains gènes clés dont je vais vous parler. On a très peu développé au jour d'aujourd'hui autour de cette problématique d'histone qui se rapproche, qui donne de l'hétérochromatine ou de l'euchromatine. Et par contre, beaucoup d'outils ont été développés, et moi, ça a été mon activité, et c'est mon activité là, sur cette problématique-là, autour des petits ARN non codants dont je parlais tout à l'heure. Ces petits ARN non codants qui empêchent les ARN messagers d'être introduits, en fait, ce sont des ARN qui sont produits dans le tissu pathologique, mais qui sont sécrétés, ils deviennent circulants, et on les retrouve pratiquement dans tous les fluides biologiques, que ce soit bien entendu le sang, les urines et même la salive. Donc ces petits ARN non codants sont devenus des outils extraordinaires pour diagnostiquer maintenant les maladies, suivre une maladie, et ça c'est un outil qui va certainement se développer de façon extraordinaire dans les années à venir. Pas que dans la médecine curative, au moment où la maladie est là, où on réagit, mais beaucoup maintenant dans ce qu'on appelle la médecine préventive et prédictive. Alors, ce que je voulais simplement dire, c'est que l'épigénétique est devenue un pourvoyeur d'outils extraordinaires pour explorer les maladies chroniques. Alors, dans les maladies chroniques, je les ai listées ici, mais vous les connaissez, c'était simplement pour dire que les maladies psychiques ou mentales font partie de cet aspect-là. L'épigénétique aussi a très vite été un recours d'explication devant cette explosion que l'on a au cours de ces 20 dernières années en ce qui concerne ces maladies chroniques. Je ne vais pas aller dans le détail, mais vous voyez ici, c'est ce qui est en vert, et vous voyez qu'entre 2000 et 2030, au niveau mondial, on passe de 47 à 57. Dans les pays développés ici, on est déjà au taquet maintenant, à 85, donc on va aller juste à 90% de causes de décès. Et puis on voit les pays émergents galoper aussi là-dessus, qui vont passer de 33 à 45 dans les années 2030. Donc c'est réellement une épidémie, ce type de maladie chronique. Et c'est directement lié, encore une fois, à notre mode de vie, déséquilibre nutritionnel, exposition aux toxiques et le stress psycho-émotionnel. À ce point-là, je veux juste mettre cette petite diapo de synthèse. Donc, on assiste réellement avec ces maladies chroniques à une problématique majeure à cause de leur explosion, des enjeux sanitaires et socio-économiques majeurs, mais surtout à deux grandes ruptures conceptuelle. La première rupture conceptuelle, c'est qu'on a une machinerie chimique qui va se mettre entre ce que nous vivons dans le monde extérieur et notre génome, et donc notre santé ou nos maladies. La deuxième rupture conceptuelle est que cet impact environnemental extérieur est d'autant plus délétère qu'il survient très tôt au cours de la vie. Donc il y a une fragilité dans la période préconceptionnelle, peut-être qu'on en a parlé suffisamment, période de la grossesse et dans la petite enfance. Quand ces événements surviennent dans cette période-là, en général, ils se fichent dans notre organisme et c'est comme ça que les maladies sont programmées plus tard. Et puis, dernier point, une rupture technologique.
Maintenant, nous savons séquencer donc ces ARN, nous savons les utiliser, nous savons les manipuler, nous savons en faire des diagnostics, des outils diagnostiques et autres. Et donc tout ça nous ramène par l'utilisation de la modélisation de ces maladies avec de la bioinformatique et l'utilisation de ces marqueurs. On arrive aussi, il y a une entrée actuellement qui se fait dans ce qu'on appelle la médecine 4P, la médecine prédictive, préventive, participative et personnalisée. Ça donne aussi des outils dans ce domaine-là. Donc là aussi, pour synthétiser, le paradigme actuel de la maladie chronique est le suivant. On a toujours 3 composantes. Une composante génétique dont on a pensé qu'elle était la plus importante, elle ne l'est plus. On pensait que c'était du 100% pratiquement, tout était génétique. Non, on pense que le génétique maintenant devrait se réduire à 10% à peu près des causes. Et puis pour le reste, c'est de l'environnement, c'est de l'extérieur, c'est de l'épigénétique. Et d'autant plus délétère, et c'est la 3e entrée que j'ai mis en bas, que cet impact a lieu très tôt au cours de la vie. Essentiellement, les déséquilibres nutritionnels, je vous disais, les composés toxiques et le stress. Alors j'arrive après cette introduction sur l'épigénétique, j'arrive au sujet d'aujourd'hui. Dans le domaine de la psychiatrie, y a-t-il des liens avec la génétique? J'essaie un petit peu de vous dire un peu ce qui a été fait dans le domaine, les questions qui sont dans le domaine de la génétique, avant de passer à l'épigénétique. Le lien génétique, bien entendu, a été établi dans des études épidémiologiques avec toutes les composantes héréditaires. Donc, quand on voit qu'il y a une notion d'hérédité, on dit « Ah, c'est dans les gènes, donc ça s'est transmis ». Donc, c'est déjà à partir de là. Après, on s'est mis à rechercher les gènes de ces maladies-là. Bien entendu, vous imaginez bien, on n'en a pas tellement trouvé. Il y a ce qu'on appelle des gènes de susceptibilité, des polymorphismes, des variants, mais des gènes vraiment qui sont étiquetés sur une maladie, on n'en a pas vraiment. Par contre, on a ce qu'on appelle des gènes candidats, et en combinant plusieurs gènes candidats, on peut éventuellement avoir une maladie qui peut émerger. Mais il faut combiner ce qu'on appelle des SNP, des variants, des single nucléotides polymorphismes, des polymorphismes. Il faut en combiner des milliers pour pouvoir voir apparaître quelque chose au niveau de la susceptibilité. Même si pour la schizophrénie, vous savez qu'on a identifié des facteurs de risque précoces ou tardifs. Alors la question, quel est le lien entre ces maladies-là, maladies mentales et l'épigénétique? On sait déjà depuis quelque temps qu'il existe des mécanismes génétiques impliqués dans les processus physiologiques, par exemple l'apprentissage ou le processus de la mémoire à long terme. Il y a des choses qui sont claires en termes d'épigénétique là-dessus. On sait que dans certaines affections psychiatriques de type addiction, anxiété, dépression, en particulier dépression est un modèle très très intéressant. On sait qu'il y a des données épigénétiques assez intéressantes là-dessus, troubles bipolaires, schizophrénie ou les troubles alimentaires. Par contre, ce qui a été le plus probant, probablement le plus clair et le plus démonstratif, ça a été le stress. Parce que c'est une entrée simple que l'on gère relativement facilement, que ce soit dans des modèles expérimentaux ou chez l'homme, et qui permet de faire des liens directs avec l'épigénétique, en particulier le stress post-traumatique. Alors le stress, on savait déjà qu'il avait des effets effectivement de type somatique. On sait que le stress est impliqué dans beaucoup de maladies chroniques dont j'ai parlé tout à l'heure, cardiovasculaires, cancer, maladies métaboliques. Concernant les maladies en psychiatrie, c'est vrai qu'il y a une forme de complexité qui n'avait pas été simple. En effet, on retrouve des notions de syndrome ou des associations de symptômes avec plusieurs variables. Et là encore, le stress, il a été intéressant parce qu'il est simple et direct pour les gens qui voulaient faire de l'épigénétique, en tout cas travailler sur l'épigénétique. C'est une variable qui est moins complexe, relativement maîtrisée, puisqu'elle va se concentrer, comme vous savez, sur la réactivité de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc je vais dire juste un mot. Donc très simplement, lors du stress, vous avez 2 types de réactions hormonales endocrines. Vous avez la réaction hypothalamo-hypophysaire cortico-surrénalienne et vous avez les catécholamines, adrénaline, noradrénaline. Très peu de données existent aujourd'hui sur la partie catécholamine, donc je ne vais pas en parler. Par contre, je vais mettre un petit peu plus le focus sur l'axe hypothalamus, hypophyse et cortico-surrénal.
Donc très simplement, en moment de stress, vous savez qu'il y a une sécrétion importante de corticoïdes due à l'augmentation de la CTH au niveau hypophysaire, elle-même due à l'augmentation du CRF au niveau hypothalamique. Donc il y a cet axe-là qui va fonctionner, et puis les corticoïdes vont aller sur le récepteur nucléaire, reconnu par des récepteurs nucléaires, et puis activer toute une batterie de gènes en réponse au stress. Alors, sur ce modèle-là, très vite, dès les années 85, les premiers travaux vraiment sont apparus en 1985 qui ont pu connecter le stress, l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien et l'épigénétique. Et le premier travaux donc, date de 1985, lorsqu'on a fait, je pense que les psychiatres connaissent très bien ça, la manipulation donc postnatale immédiate des enfants, le handling. Et très vite, on a observé qu'il y avait des modifications du récepteur nucléaire au glucocorticoïde dans l'hippocampe, le cortex frontal, et que donc cela a entraîné une plus grande réactivité de cet axe-là au stress. Les hormones thyroïdiennes pouvaient jouer quelque chose là-dedans. Donc c'était la première chose, une modification de type, je vais aller dans les détails après, de cet axe-là en termes d'épigénétique, et en particulier sur le récepteur des glucocorticoïdes. Quelques années plus tard, toujours dans les modèles expérimentaux, les travaux de Weaver, dans le stress précoce, notamment en utilisant le modèle expérimental de la séparation du petit de la mère, là aussi on a vu apparaître très vite des modifications du niveau de ce récepteur au glucocorticoïde parce qu'il était hyperméthylé. Donc pour la première fois, on venait avec une explication de la diminution du récepteur au glucocorticoïde par une explication épigénétique, hyperméthylation de ce récepteur-là. Et puis bien sûr, tout cela entraîne une diminution de la résistance au stress qui va persister dans ce modèle-là toute la vie si ce stress a été effectué à des périodes très précises au cours de la vie. Donc il y a une sorte d'imprinting qui se fait sur notre épigénome et qui va rester indélébile tout au long de la vie. Si on le fait à d'autres moments, le système va s'effacer et il va récupérer. Donc il y a cette période, ce qu'on appelle de vulnérabilité. Je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que là je suis un peu dans le... Je suis désolé. Combien ? 10 ? Ok. Merci. J'ai besoin de... Alors, les premiers travaux chez l'humain, je vous parlais de l'animal jusqu'à maintenant, du modèle expérimental, les premiers travaux chez l'humain sont apparus en 2009, pour dire exactement 10 ans. Et c'était donc une équipe canadienne, McGowan, qui a montré pour la première fois une altération du niveau de récepteur au glucocorticoïde, comme ce que je vous disais, dans le cerveau, en particulier dans l'hippocampe, de patients dépressifs suicidés, parce que c'était post-mortem que ça a été fait, de patients dépressifs suicidés avec ou sans traumatisme de l'enfance, en particulier des abus sexuels. Je crois que je dois avoir la diapo juste après, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. On voit ici, donc vous voyez, une population contrôle. Vous voyez... Ouais. Voilà. Donc vous voyez la population contrôle et puis vous voyez les deux populations suicidées, non abusées et abusées, et vous voyez de façon très claire qu'effectivement qu'il y a une différence entre le contrôle et les suicides abusés. Et on le voit ici, donc c'est un niveau de méthylation du gène du récepteur glucocorticoïde. Donc pour la première fois, quand ce papier est sorti d'ailleurs, ça a été, pour les gens qui étaient dans le domaine, c'était un choc, parce que c'est la première fois où il y a une démonstration très claire. Et c'était à partir de là que d'autres travaux, d'ailleurs, seront enclenchés, qui sont venus reconfirmer effectivement ce type de données. Vous voyez en 2013, même type d'observation à ce moment-là, sur une cohorte beaucoup plus large. Et cette fois-ci, ça n'était pas le récepteur lui-même, mais une autre protéine dont le récepteur avait besoin pour agir, qui est le FKBP5, qui est une protéine clé dans le mécanisme de la réponse au stress, qui était aussi, elle, altérée aussi sur le plan génétique, épigénétique. Donc pour la première fois, on connectait de façon très claire un psychotraumatisme
avec une modification chimique, puisque c'est ça la réalité. Donc un psychotraumatisme avec une modification chimique sur notre génome. Donc ça se traduisait par de la chimie, et vous verrez plus tard que ce sont des marqueurs qui seront produits à partir de là, que vous pouvez mesurer dans le sang. Et si ce psychotraumatisme survient très tôt au cours de la vie, ben ces marqueurs, vous allez les retrouver toute votre vie dans votre sang. Donc il y a un lien pour la première fois direct entre quelque chose qui paraît un traumatisme qu'on ne pouvait pas imprimer, qui était imprimé par de la chimie sur notre génome. Et ça, c'est un tournant, certainement, dans notre manière d'appréhender les choses, en tout cas. À partir de là, bien sûr, on a développé cet aspect sur donc mesurer la fragilité devant le stress. Et puis vous pouvez avoir soit, donc tout à l'heure on en a parlé un peu, soit une résistance à ce stress, soit vous allez avoir une fragilité. Et puis de là se sont ouvertes toutes des discussions sur résilience, pas résilience, etc. Mais c'est une autre histoire. Voilà, c'était simplement pour vous montrer, tout à l'heure c'était le niveau des récepteurs, et vous voyez bien que ce récepteur-là, effectivement, chez les suicidés abusés, il était hyper méthylé. Donc on mesure quelque chose de chimique par rapport à un traumatisme de l'enfance, chez un adulte, je vous rappelle. Donc l'empreinte était là. Alors, encore pour un peu plus de focus, le syndrome dont on a parlé aujourd'hui, le stress post-traumatique, comment on est arrivé à rentrer dans la problématique épigénétique. Je reviens à ce que disait ce matin le professeur Benoît. En fait, la définition finalement qu'on a gardée, c'était la définition étiologique. On savait qu'il y avait un traumatisme, et ce traumatisme, on savait que ça allait induire un stress, et je viens de vous montrer que l'impact du stress sur l'épigénome, on sait faire. Donc on est parti de cette approche-là pour aller vers la démonstration épigénétique dans ce syndrome. Bien entendu, je passerai très vite, les modèles expérimentaux ont très vite fait la démonstration, on a mesuré des tas de choses, des méthylations, etc. Tout était clair. Je reviendrai tout à l'heure un petit peu dessus. On a donc identifié, quand on rassemble un petit peu ces travaux, au jour d'aujourd'hui, on a identifié, si on fait le bilan, des variants génétiques qu'on avait depuis longtemps, ce qu'on appelle des gènes de susceptibilité, et on a regardé si à côté de ces variants génétiques, on avait des modifications de gènes sur le plan épigénétique. Et là, je vous ai représenté un petit peu quelques gènes dans différentes voies, qui agissent dans différentes voies. Par exemple, vous voyez dans la signalisation dopaminergique, vous avez toute une série de gènes qui ont été identifiés. Donc cet aspect-là, ici, voilà. 4 minutes. Oui, d'accord. Cet aspect-là, c'est un aspect génétique. Et vous voyez qu'on a mesuré la méthylation de l'ADN là, et on a confirmé ou infirmé s'il y avait la composante épigénétique à chaque fois. Donc, bien sûr, je vais aller très vite du coup. La signalisation de sérotonine, même chose, vous avez toute une série de gènes aussi qu'on a identifiés, je vous fais un peu le bilan. Et puis l'axe, tout à l'heure je vous avais parlé de l'axe du stress, HPA, donc cortico-surrénal, et vous voyez toute une série de gènes clés qui sont très importants, qui sont modifiés aussi sur le plan épigénétique, pour faire le bilan. Donc, vous voyez aussi d'autres gènes, en particulier ce gène-là qui est très important au niveau de l'hypophyse, le BDNF dont on parle beaucoup, vous verrez qu'il revient souvent. Donc il y a actuellement toute cette batterie de gènes. Le rêve actuellement est d'en faire bien entendu des marqueurs objectifs cette fois-ci de ce stress post-traumatique et de pouvoir le mesurer. Donc diagnostic et peut-être pas préventif, ceux qui vont le faire. Alors, voilà, d'autres gènes aussi, donc la CRP, je vais juste dire un mot, la CRP est vous savez que c'est un marqueur de l'inflammation. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que toutes les maladies chroniques, y compris les maladies psychiatriques, ont un tronc commun. Le tronc commun s'appelle l'inflammation. Quand vous avez un corps qui se met en état d'inflammation, il vous prédispose pratiquement à toutes les maladies chroniques. Cette inflammation est alimentée par deux autres processus qu'on appelle l'autophagie, qui est une mécanique qui est là pour éliminer les cellules sénescentes. Et puis la troisième composante de ces maladies, c'est un vieillissement accéléré. Ces trois composantes, lorsqu'elles se mettent ensemble, elles vont induire une inflammation chronique et qui vous prédispose à toutes les maladies. Alors, dernier, il me reste 5 minutes. C'est fini ? Okay.
Voilà, je prends une minute dans ce cas-là peut-être. Simplement pour dire qu'on est allé plus loin maintenant, donc on a des cohortes de patients sur lesquels on mesure des marqueurs. Vous voyez ici un marqueur très très intéressant, le NRG1, qui est impliqué dans le développement neuronal, etc., et qui semble être altéré, vous voyez en rouge, dans les cohortes de ces patients avec ce stress. Là aussi, on commence à mesurer maintenant au niveau des histones toute une série de gènes très très intéressants. Ici, vous voyez à chaque fois donc contrôle versus stress post-traumatique. Je ne rentre pas dans le détail. Ça se mesure très concrètement. On mesure aussi la méthylation au niveau des gènes très concrètement et les micro-ARN. Alors pour aller plus loin, on a mesuré ici des gènes de l'inflammation, en particulier les cytokines pro-inflammatoires, en utilisant et la partie méthylation des histones et la partie méthylation de l'ADN. Tout ça pour dire qu'à la fin, donc on a identifié toute une batterie de mécanismes épigénétiques en amont des cytokines inflammatoires chez ces patients-là. Et pour aller encore plus loin, derrière cette mécanique épigénétique, on a identifié ce qui m'intéresse le plus, les petits ARN non codants qui sont circulants. Donc maintenant, on n'a pas besoin d'avoir de prélèvements dans le tissu, mais un simple prélèvement dans le sang peut permettre de diagnostiquer cette situation-là. Et j'en finirai par ça, mais je voulais dire quand même quelque chose qui me semblait important. Travaillons un petit peu sur les maladies chroniques. On sait que l'inflammation prédispose à tout. Et chez ces patients-là, qui ont le stress post-traumatique, visiblement, il y a une activation de la partie inflammation. Or, on sait que l'inflammation prédispose à d'autres types de maladies. Donc, on peut très bien imaginer qu'ils ont déjà peut-être un terrain pour développer d'autres types de maladies. Et on sait qu'il y a des associations de ces maladies chroniques. Et j'en aurai fini sur ce paradigme. Donc, il n'y a pas de conclusion, hein, donc je sais pas. Des significations et des interprétations à partir de ce que j'ai dit. La composante épigénétique, elle est là, mais elle doit être complétée par d'autres approches épigénétiques, comme les petits ARN non codants. Petite parenthèse, nous sommes en train de monter sur Nice, en collaboration avec l'université et le CHU, une plateforme pour développer l'ensemble de ces marqueurs sur différents types de pathologies. C'est une information. Ça peut faire des outils de prédiction. Voilà. J'ai fini. Merci.